Qu'est-ce que les clubs de Reims, Bordeaux et Nantes ont en commun? Outre leur capacité à produire du beau jeu sur les pelouses de notre bonne vieille Ligue 1, ils ont surtout changé récemment leurs emblèmes. Bonjour à toutes et à tous, je suis le blaireau des surfaces et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des emblèmes des clubs de foot. Comme vous le savez, les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas, et même si bien entendu je vais assumer mon avis sur tel et tel emblème, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je suis là pour répondre à une question qui, je crois, n'a quasiment jamais été posée. À quoi ça sert un emblème d'un club de foot? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on change un emblème d'un club de foot? Effectivement, il est très facile sur internet de trouver des blogs, sites ou vidéos qui vous expliquent ce qui se cache derrière chaque emblème, la symbolique derrière chaque emblème. D'ailleurs, la symbolique des emblèmes des clubs de foot, je trouve ça très intéressant et je vous mets en description plein de contenus si vous voulez aller plus loin. Il y a par exemple la série d'articles sur les emblèmes de SoFoot ou encore la chaîne de Clément. Mais moi dans cette vidéo, je ne veux pas tant vous expliquer ce qui se cache derrière tel ou tel emblème. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez quelle stratégie a mené à choisir tel emblème et pas un autre. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite mise au point s'impose. Depuis tout à l'heure, j'ai sciemment utilisé le mot emblème alors que j'aurais pu tout aussi bien, vous allez penser, utiliser le mot emblème ou logo. Eh bien non, j'ai vraiment utilisé, je pense, le meilleur terme qui s'applique au foot. Parce que pour moi, un logo, c'est une image designée au profit d'une marque, d'une société commerciale. Tandis que le blason, sa définition, c'est la description technique des armoiries. Alors vous savez, les armoiries, c'est ce dessin qui est propre à une famille noble ou alors qu'on retrouve dans les châteaux, etc. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. À la base, les blasons étaient surtout des signes de reconnaissance militaire, histoire de pas taper sur le mauvais mec en plein milieu du champ de bataille, ou alors de montrer son appartenance à une terre, un domaine ou une famille. Ils sont devenus par la suite, grâce à Louis XIV puis à Napoléon, un signe de distinction familiale, puis même un art, l'héraldique. J'ai donc choisi, je pense, le terme qui s'applique le mieux à un club de foot, emblème, que le Larousse définit ainsi. Signe conventionnel à valeur symbolique, parfois accompagné d'une légende en forme de sentence. C'est clair, non? Mais je reconnais que le terme devrait éventuellement s'adapter en fonction des cas, qui n'est pas forcément le plus adapté à tous les cas, on va dire. Entre les clubs qui ont repris tel quel le blason de la ville dans laquelle ils sont, et donc du coup celui de la famille noble du coin, franchement, et les clubs qui sont passés à l'ère du logo commercial basique, un peu fade, oui, clairement, le mot emblème n'est pas forcément hyper adapté à tous les cas. Mais bon, j'assume. La vidéo a même pas commencé que c'est déjà le bordel. On y va quand même? Au fil de mes recherches, je me suis vite rendu compte que la question, elle est pas vite répondue. Mais j'ai quand même réussi à déterminer 4 cas de figure. Les emblèmes ont visiblement toujours existé. En effet, les fondateurs des tout premiers clubs de foot, en Angleterre, reprenant les modèles de ceux qu'ils connaissaient, à savoir les clubs de cricket, ont dès la création de leur club créé un emblème pour leur toute fraîche création. Les clubs de foot se multipliant un peu partout en Europe, mais les couleurs et les tissus n'étant pas vraiment diversifiés, vous connaissez sûrement entre autres l'histoire de Bilbao qui a repris les couleurs de Sunderland, etc. Il a fallu trouver un moyen de se distinguer des autres. Ainsi, les emblèmes sont apparus, avec dès le départ une recherche de signification, de symboles, de message à faire passer, bref, d'identité à affirmer. Que la fonction première de tout bon emblème qui se respecte est donc de repérer dès le premier coup d'œil de quel club il s'agit. Même un néophyte complet comme ton arrière-grand-père serait capable de reconnaître dans la rue du premier coup d'œil celui du Barça, inchangé depuis 1992, et celui du Real, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup changé depuis les années 40. Il est évident dans ces deux cas que l'emblème a ici pour fonction de représenter ces deux clubs comme des institutions du football mondial. Et je mets des guillemets à institution parce que rien que ce mot à lui tout seul, institution, mériterait une vidéo à part entière et clairement, désolé, j'ai pas le temps. C'est évident, sert à représenter les particularités historiques ou culturelles d'un club. Il peut servir à mettre en image les valeurs spécifiques de celui-ci, sa religion, sa couleur politique, sa spécificité, sa région, sa langue, etc. Prenons le cas choisi totalement au hasard de celui de l'Espagnol Barcelone, qui d'ailleurs n'a pas du tout inspiré celui de Montpellier. Non, non, pas du tout. Emblème qui est une référence à un chef militaire du XIIIe siècle qui a réussi à repousser l'envahisseur français de Catalogne.
Ouais. On a donc ici le cas d'une référence historique locale, bien antérieure à la création du club et même du foot. Autre cas très intéressant, celui de Liverpool, qui a été modifié de nombreuses fois, et on va voir pourquoi. Vous le savez sûrement, mais cet emblème fait intégralement référence à son histoire et à sa culture spécifique. L'oiseau, c'est le Liverbird, un symbole de la ville. La partie haute représente le portail érigé en l'honneur de Bill Shankly, l'un de ses plus célèbres et mythiques entraîneurs, et les torches à gauche et à droite de l'emblème représente les 96 victimes du drame de Hillsborough. C'est donc un très beau mélange entre une symbolique locale, une référence à son histoire footballistique et un hommage à ses supporters. En 2017, la Juventus de Turin opérait un virage dans sa stratégie de communication et de marketing en adoptant un nouvel emblème, celui-ci remplaçant celui qui n'avait quasiment jamais changé depuis les années 1920. Il s'agissait bien là d'une manœuvre marketing. L'idée, c'était de mieux vendre la marque Juventus à l'étranger. Une idée marketing et une stratégie qui, un peu plus tard, se répandront un petit peu partout en Europe. Nantes, Reims, Genk en Belgique, Belenenses au Portugal. On remarque dans chacun de ces clubs le passage de l'emblème au logo. Le message qu'un tel changement renvoie, c'est que les clubs veulent renforcer leur image de marque, en fait leur marque tout court. Le club n'est donc juste plus qu'un club de foot, il est une marque à part entière, dont le logo doit être neutre, extrêmement simple et passe-partout, quitte à être fade et à faire plus penser à une marque de shampoing qu'à du foot. Ce qui ne veut pas dire qu'il va être dénué de tout sens et qu'il ne va pas être beau. Je trouve à titre personnel que celui de la Juventus est très joli, graphiquement réussi, mais je le trouve trop creux, vide de sens. Je trouve celui de Reims moyen, voire moche, clairement, mais je le trouve symboliquement vraiment réussi. Autre problème des logos, c'est qu'ils sont soit vidés totalement de leur portée culturelle, symbolique, historique, comme ceux qu'on peut trouver par internet, qui sont faits soit par des fans, soit par des graphistes plus ou moins inspirés, par exemple, soit ils sont extrêmement riches en symboles pour finalement quelque chose qui est très minimaliste. Ouais, parce que franchement, tous les gens marketing, clairement là, ils se lâchent, ils en peuvent plus quoi. Revenons sur celui de Reims, dont la forme en blason est censée rappeler, je cite, le grand portail de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Oui, c'est évident. C'est évident. Je crois que ce blason est tout à fait iconique sur le fond et avant-gardiste sur la forme, tout en ayant vraiment gardé ces références historiques finalement. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Excellent. Excellent. Il faut savoir que pour un designer, un bon logo, ça va pouvoir être dessiné par un enfant de 3 ans. Et aussi être changé à peu près tous les 4-5 ans, maximum. Avec le logo, on passe donc dans un esprit du temporaire, du tout jetable, du tout remplaçable. En France, je trouve d'ailleurs que les changements d'emblème sont beaucoup trop fréquents. Celui de Montpellier est d'ailleurs le deuxième le plus ancien de France, après celui de Saint-Étienne, et il n'a que 20 ans d'âge. Alors certes, les logos peuvent être des témoins fiables des modes des différentes époques, mais je reste persuadé que renvoyer une image stable est bien plus bénéfique à un club de foot que le contraire, en changeant sans cesse son emblème. Et la transition est comme par hasard absolument parfaite puisque c'est de l'image des clubs dont on va parler maintenant. Un emblème, ça peut servir à des dirigeants à afficher une ambition nouvelle ou un projet nouveau pour un club. Les exemples les plus connus en France sont ceux évidemment de Paris et plus récemment Bordeaux. Dans ce dernier club, on est passé de ça à ça, et bien évidemment sans tenir compte de la vie des supporters. Il y a bien le contre-exemple de Everton qui avait fait marche in arrière après la fronde de ses supporters, mais cela reste très rare. Mais à Bordeaux, on a fait exactement ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Tout d'abord donc, on l'a déjà dit, absence de consultation des supporters. Ensuite, un timing absolument horrible. Oui, horrible, hein, parce qu'en fait, le nouvel emblème est sorti en pleine crise entre la direction et l'actuel entraîneur qui est plus entraîneur, enfin bref, qui va plus entraîner, Sousa, normal, et crise également, bien évidemment, hein, entre la direction et les supporters, et avec un nouveau maire qui est arrivé qui veut foutre la direction dehors. Tout va bien. Et à ce que je sache, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas eu de retour en arrière sur ce blason. Hein. Impeccable. Non, mais ils ont trop bu, hein, les dirigeants bordelais ou quoi là. Les gars, vous savez ce qu'on dit, hein. Rouge sur blanc. Les points communs de ces deux changements d'emblème sont significatifs des messages que voulaient faire passer les directions à ce moment-là. À chaque fois, le nom de la ville est grossi aux dépens du reste du texte. Cela pour capitaliser sur le nom de la ville afin de mieux exporter la marque. À chaque fois, la disparition d'un symbole trop peu connu à l'international est donc difficile à importer, comme par exemple le berceau sur l'ancien emblème du PSG, la simplification générale des deux emblèmes, et le côté plus fade, plus neutre des couleurs de l'ensemble. Sur celui du PSG, un élément est un peu plus marquant,
c'est la disparition de la date de création du club, 1970. Que cette date devait être jugée par la direction un petit peu trop récente pour aller dans le sens du message que voulait renvoyer la direction, à savoir que Paris était depuis devenu une institution comme le sont le Bayern, le Real, le Barça, etc. Ainsi, ce genre d'emblème ultra simplifié, comme le disait un journaliste du journal Le Monde, triche ou ment, au moins par omission. Ce qui me fait poser la question suivante. Ce genre d'emblème, en omettant plus ou moins volontairement, mais par choix stratégique, tel et tel élément du club qu'il représente, ment-il, triche-t-il forcément? T'en penses quoi? Pour conclure, les emblèmes des clubs de foot sont des éléments incontournables de ce sport. Lorsque, entre potes, vous lancez une partie de FIFA ou de Football Manager, pas la peine de lire le nom du club que vous venez de choisir pour savoir avec qui vous allez jouer. C'est donc que les logos et les emblèmes sont donc rentrés dans votre inconscient, dans votre imaginaire, comme tout bon logo de marque commerciale. Logos que les emblèmes sont en train de devenir, après avoir été globalement des blasons. Qu'ils soient magnifiques ou très moches, simplifiés à l'excès ou alambiqués, leurs objectifs sont soit d'être des repères pour identifier du premier coup d'œil de quel club il s'agit, soit de faire des références historiques ou culturelles et donc de porter un message, soit à représenter une marque, ou enfin afficher des ambitions nouvelles ou un projet nouveau pour un club. Et voilà, cette longue analyse est enfin terminée, je me suis vachement restreint parce qu'il y avait encore plein de choses à dire. Si ça vous intéresse, je peux en faire une deuxième vidéo, dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'espère en tout cas que vous avez appris quelques petits trucs et que ça a élargi votre vision du foot. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon été, ciao les blaireaux.